Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, merci pour cet accueil, merci pour l'honneur qui m'est fait. Savoir que je suis reconnu par les miens est un immense plaisir. Je vous dois une large reconnaissance. Madame et Messieurs les autorités de l'État et de la ville de Genève et tous les représentants de l'université, Monsieur l'ancien président de la Confédération, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Soudan, and my dear Sudanese friends, Monsieur le président du Conseil municipal de Satigny, Mesdames et Messieurs, et surtout chers amis, merci de tout cœur pour votre présence ici et merci de cet hommage. Je représente aujourd'hui, ce soir, un métier, l'archéologue. Et j'ai eu le privilège, durant ma vie, une longue vie, de découvrir. Toutefois, j'ai quelques scrupules à vous avouer. Parce que ce soir, j'ai le sentiment de prendre la place de beaucoup d'autres. Certes, ma carrière fait la preuve que la recherche est avant tout un travail de groupe, Monsieur le Recteur. Et c'est peut-être une des difficultés de l'université aujourd'hui, de ne pas toucher une personnalité, mais des personnalités. Chaque spécialiste est au service d'un projet commun. Je suis donc ici grâce à beaucoup d'autres, et plusieurs se trouvent dans cette salle. En reprenant la tradition de Louis Blondel et en pensée avec cette fouille de Saint-Jean qui pourrait apparaître sur cet écran si tout va bien, je pense tout particulièrement à mon prédécesseur Marc-Rodolphe Sauter et bientôt Hans Rudolf Sennhauser, professeur à l'université de Zurich. Ces deux personnes m'ont tout appris de l'archéologie, en tout cas pour celle de Genève. Je pense aussi, bien sûr, à l'extraordinaire expérience de la cathédrale Saint-Pierre, 35 années d'études magnifiques, des amitiés avec tous les chercheurs possibles et imaginables de Genève, mais aussi de Lyon, de Grenoble, d'Ost en Italie, et certains représentants sont là ce soir, de Tournai, de Barcelone, et bien sûr les collègues suisses. La restitution d'une autre Genève, cette image que vous voyez à droite, dessinée par Gérard Deber, est un bon exemple de ce que nous avons trouvé. On pensait aux siècles obscurs, il y a 50 ans, donc une Genève qui n'existait pas, et tout à coup, dans le sous-sol de la cathédrale, sont apparus les vestiges d'une extraordinaire évolution et d'une très grande richesse, aujourd'hui visible dans ce sous-sol archéologique très fréquenté. Et là encore, merci à tant de personnes concernées qui ont participé à cet aménagement. Mais, mesdames et messieurs, ce soir, mon vrai bonheur est de constater que cette approche se continue. Avec Jean Terrier, archéologue cantonal, qui montre lui aussi la richesse de Genève, et Dieu sait si ces derniers mois en sont un bel exemple. Je dirais que on peut féliciter sérieusement mes successeurs et plus particulièrement
le service cantonal d'archéologie. Et je remercie les autorités d'appuyer ce travail qui, je le sais, est difficile dans le monde moderne dans lequel on vit, mais cela vaut la peine d'avoir un passé fabuleux comme celui de Genève. Partons maintenant, traversons la Méditerranée. Et là, je repense à une carrière assez longue maintenant en Égypte, passant de Deir el-Médineh, la vallée des ouvriers de la tombe, puis à Serabit el-Khadim, où j'ai travaillé dans le sud du Sinaï, enfin ce Tel el-Marzin que vous voyez là, un ensemble martyrial extraordinaire, où le martyr Épimaque avait suscité un tel enthousiasme que tout le monde voulait avoir sa tombe ad sanctot, c'est-à-dire près de ce saint extraordinaire. On pense aussi, en voyant ces citernes et cette noria, aux pèlerins assoiffés qui tournaient dans le Sinaï, qui passaient de Sainte-Catherine à Jérusalem, à Gaza, et qui rentraient en Égypte en passant par Péluse. Péluse, un site énorme qui est pratiquement inconnu, l'un des très grands ports de la Méditerranée entre Alexandrie et Gaza. Là aussi, découverte extraordinaire, une église tétraconque qui est un modèle d'urgence pour l'archéologie paléochrétienne. Partons plus au sud. C'est Tabo, à 20 km au sud de Kerma, au Soudan, où nous avons trouvé avec Jean et Hélène Jacquet ce temple de Taharka, un pharaon noir. Mais ce auquel je pense, c'est les hivers que nous passions là-bas, où, à la fin de chaque année, on était invités pour les fêtes et c'était merveilleux parce qu'on partait dans le désert très loin et c'était très difficile au travers des pistes épouvantables jusqu'à Soleb pour rejoindre une mission mythique, celle de Michaela Schiff-Giorgini. Et à cette occasion, une grande amitié est née avec un personnage hors du commun, Jean Leclan. Il a eu une grande influence sur ma carrière et je dirais que Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a beaucoup compté pour moi. Et je suis touché et heureux que son épouse soit là ce soir, parce qu'il nous a quittés récemment. Retournons à Tabo, où déjà, bien avant les pharaons noirs, 40 ans plus tôt, nous avions eu la chance de trouver une cachette, plus modeste certes, mais avec cette splendide statue en bronze, qui a été restaurée à Bâle et qui récemment faisait encore l'affiche d'une grande exposition du Louvre. Puis bien sûr, c'est Kerma. C'est Kerma, une capitale d'un royaume complexe. C'était une surprise totale, puisque 100 ans plus tôt, Georges Reisner avait fouillé cette défoufa et avait dit « mais ça, c'est une construction qui ne peut être qu'égyptienne ». Et lorsque je suis arrivé, il y a même eu un archéologue espagnol qui m'a dit « vous avez beaucoup de chance de fouiller cette église ». En fait, j'ai repris les techniques que nous utilisions ici, les techniques de l'archéologie bâtie, puisque vous savez qu'on s'est occupé de la restauration de nombreuses églises dans le canton de Genève,
et qu'on avait appris à lire dans les murs l'histoire des différentes périodes de construction et de destruction des monuments. Et je me suis rendu compte que cette Defoufa avait bel et bien 14 périodes de construction et de destruction en élévation, puis quand on est descendu plus en profondeur, on a retrouvé 30 à 40 périodes différentes. Donc en fait, ce monument sans cesse reconstruit au milieu de la ville, de cette ville antique, était en fait un temple entouré d'un quartier religieux de grande dimension. Kerma, c'est un pays entre deux mondes. Je devrais dire entre trois mondes. Il y a le monde méditerranéen, un autre monde, nos racines, les Grecs, les Romains, les Mésopotamiens et les Égyptiens. Et puis il y a ce continent africain un peu mystérieux qu'on connaît si mal aujourd'hui. Dès lors, j'ai essayé avec mes collègues de mettre toutes nos forces pour comprendre l'histoire d'un pays qui n'avait pas d'histoire. En effet, lorsque je suis arrivé la première année, il y a 50 ans, on me disait « Mais t'es fou, pourquoi tu travailles au Soudan? Va en Égypte, là, il y a des vestiges. » Eh bien, je suis fier de dire qu'aujourd'hui, devant l'ambassadeur du Soudan, qu'il y a une histoire du Soudan et que les Soudanais peuvent en être fiers. Donc, l'Égypte est un monde en soi. Et je dirais que le Soudan est une porte ouverte sur l'Afrique. Et là, ça a été fascinant parce que je me suis rendu compte assez tôt, et là encore avec l'aide de nombreux spécialistes, que Kerma correspondait bien à une relation extrêmement importante avec l'Afrique noire. C'était la porte vers le continent africain. Et nous avons essayé de comprendre un territoire, de comprendre une architecture, et ça a été l'essentiel de notre activité durant ces 50 dernières années. D'emblée, vous voyez sur cette maquette qui a été installée avec l'aide de Mathieu Honegger dans le musée actuel de site de Kerma, et on voit bien que toutes les clôtures des habitations ou des monuments publics sont arrondies, sont circulaires, et on est loin des modèles que l'on retrouve en Égypte. Vous voyez sans doute très mal ce plan. C'est un plan extraordinaire parce qu'il y en a très peu de connus le long de la vallée du Nil. Et là, vous avez une idée d'une ville qui n'est pas tout à fait africaine. On voit encore les influences du bassin méditerranéen et de l'Égypte, mais qui est à la limite entre les deux. Et on voit aussi, et c'est une des choses qui m'a frappé au cours des dernières années où on est en train d'étudier cette architecture, c'est vers le nord, sur le haut du cliché, des routes, des chaussées qui partent plus loin, au-delà de la ville, avec des portes monumentales. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi il y avait des installations aussi monumentales dans cette partie de la ville. Dès lors, il faut voir cette image de Google Earth avec le site du bas et la Defoufa, que vous reconnaissez bien, et puis le site du haut, qui est plus petit, et où nous travaillons depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est dans ce site qu'ont été faites des découvertes exceptionnelles. Par exemple, une série de temples, des temples classiques qu'on pourrait retrouver en Égypte, qui étaient là installés par les pharaons égyptiens qui colonisaient cette région, puis qui ont continué à vivre et qui ont été sous la responsabilité de grandes civilisations soudanaises, les Napatéens et les Méroïtiques. Mais comme je ne voyais que des temples égyptiens, jusqu'à il y a 3 ans, je disais, ben voilà, il y a d'un côté une ville nubienne et de l'autre côté, au nord, à 1 kilomètre,
une ville égyptienne. Puis l'année passée, l'année d'avant et il y a 3 ans, c'était la découverte folle de constructions bizarres, ovales de forme ou circulaires, avec des contreforts étonnants. On venait de découvrir une autre ville nubienne. Des villes qui faisaient peur à l'Égypte, puisque des fortifications gigantesques sont construites sur la deuxième cataracte entre l'Égypte et le Soudan. Dès lors, on a commencé à travailler un peu plus sur ces problèmes, puisque c'était enfin la compréhension de ce territoire de transition entre l'Égypte et les terres africaines. Voilà une petite idée des monuments restaurés tels qu'on peut les voir maintenant, et où vous voyez une architecture étonnante qu'on ne connaît pas, en tout cas pas à ces époques, puisqu'il faut attendre le XIXe siècle pour voir des exemples qui ressemblent un peu à ces découvertes-là. Et puis cette année, Monsieur le Président, lorsque vous m'avez téléphoné, j'étais en train de découvrir ce curieux monument que vous voyez là en haut. Il a une drôle de forme. Il est un peu ovale, avec deux portes monumentales, constituées de tours énormes de 6 à 8 mètres de diamètre. Des tours qui devaient s'élever à une très grande hauteur, et peut-être que tout le bâtiment avait une toiture conique supportée par des colonnes, des centaines de colonnes. À l'intérieur, sous ce toit énorme, un toit léger, probablement fait de fibres de palmier ou de roseau, ont été installées d'autres constructions comme on le voit là. Mais depuis 2 ans, on a retrouvé 10 palais. Alors ça fait beaucoup pour une seule ville, surtout que ces palais marchaient presque à la même époque. Donc on a commencé à se dire, mais c'est une folie, cette ville, c'est une ville cérémonielle, c'est une ville qui n'a pas une logique que l'on connaît en Égypte ou même en Afrique noire. Dès lors, on s'est rendu compte qu'on avait sans doute à cet endroit l'emplacement où se réunissaient des populations du Soudan central, parce qu'on sait qu'il y avait au Soudan central des grands royaumes qui ne sont encore inconnus aujourd'hui et qui essayaient de résister aux attaques des armées égyptiennes. Alors voilà, Monsieur le Président, j'étais au milieu de ce palais lorsque vous m'avez téléphoné en décembre passé. Alors bon, dites-vous que cet ovale un peu biscornu, à 55 mètres de diamètre par 48 mètres, et que ces murs ont 3,50 mètres d'épaisseur avec des contreforts d'1 mètre de plus. Donc, des constructions gigantesques, là encore, une architecture inconnue qui nous passionne et qui reste encore bien mystérieuse. Voilà quelques vues de la fouille de cet hiver où vous voyez les centaines de briques crues et où mes collaborateurs dessinent chaque brique pour avoir une documentation parfaite. Voilà les contreforts, ce mur, et au centre du cliché, vous distinguez un grand trône devant une allée, alors que de part et d'autre apparaissent des colonnes. D'autres colonnes, encore ce très grand mur, voyez un ensemble absolument gigantesque où tout reste à comprendre, comme ces tables d'offrandes bizarres dont on ne connaît pas de pareil en Égypte ou même en Afrique noire aujourd'hui. Donc, tout est à découvrir, mais ce sont les racines du Soudan. Et pour moi, c'est un bonheur de savoir que nous retrouvons peu à peu l'identité de ce grand pays.
C'est après 1000 ans d'existence de ce royaume nubien que les Égyptiens organisent une campagne militaire et arrivent à Kerma. Curieusement, le premier pharaon, il faut bien dire que c'est un des moments clés de l'histoire égyptienne, c'est le début de la 18e dynastie. Ce sont tous les grands pharaons que l'on connaît de cette 18e dynastie. Et au Soudan, à Kerma, c'est aussi un moment phare où les grands rois de Nubie sont à l'apogée de leur gloire. Eh bien, Thoutmôsis Ier fixe les frontières de l'Égypte, les nouvelles frontières, puisqu'il est en pleine période de sa campagne, et en avant, en territoire ennemi, il installe ce qu'on appelle un ménénou, c'est-à-dire une énorme forteresse avec palais, temples et complexes de toutes sortes. Voilà son palais qui, vous le voyez, écrase les palais précédents. On est presque à la même époque. Voilà une vue de ce palais restauré par la fameuse reine Hatshepsut, la fille de Thoutmôsis Ier. Comme les vents sont violents et érodent les briques crues, et comme nous nous préparons à l'arrivée d'un tourisme plus important, il nous faut nous occuper de la restauration et de la mise en valeur du site. Et vous voyez là les travaux qui sont entrepris cette année, par exemple, pour mettre en valeur ce palais de Thoutmôsis Ier à Hatshepsut. Voici un temple avec son sanctuaire. Et voici un plan général qui vous montre l'ensemble du Ménénou, en tout cas la partie que l'on connaît. Cet ensemble était entouré par une énorme fortification dont on a trouvé juste une petite section au nord, mais qu'on va suivre au cours de l'année prochaine. Vous voyez aussi 4 rangées de 5 énormes silos pour des réserves alimentaires. Vous voyez aussi des bassins parce qu'il y avait des troupeaux à l'intérieur du Ménénou. Puis on distingue nettement les 3 temples de Thoutmôsis Ier, son palais et un deuxième palais au sud. Ce qu'il y a de curieux, c'est que les 2 temples nubiens que nous avons repérés il y a 3 ans sont préservés dans cette nouvelle organisation égyptienne. Donc les Égyptiens devaient quand même se méfier un peu des dieux nubiens. Puis c'est le retour à la puissance nubienne. Ici, la tombe d'un très grand personnage, probablement un roi de Kerma, qui reprend le pouvoir pour un temps. Et cette tombe qui avait été fouillée il y a 40 ans avait posé 1000 problèmes, puisqu'on était à l'intérieur de la ville de Kerma. Et il a fallu, avec l'aide des habitants et la compréhension des habitants, faire cette fouille énorme jusqu'à 8 mètres de profondeur. Ce roi nubien installe de nouvelles fortifications dont on voit des restes un peu partout. Vous voyez d'énormes bastions militaires. Puis, c'est la suite avec d'autres pharaons égyptiens. Ici, Thoutmôsis IV. On a la chance d'avoir des dépôts de fondation aux angles du temple qui nous permettent de lire le nom de ce pharaon. Puis le fameux pharaon hérétique Akhenaton. Vous voyez toute une longue histoire de la colonisation égyptienne qui dure 3 à 4 siècles et on voit là des blocs appartenant à ce temple d'Akhenaton. Puis, vers 600 avant Jésus-Christ, 592 très exactement, nouvelle campagne militaire des Égyptiens.
Ils avaient vécu sous le contrôle des rois nubiens qui étaient ce qu'on a appelé des pharaons noirs ou des pharaons venus d'Afrique. Et ces pharaons étaient rois d'Égypte et de Nubie. Et évidemment que les Égyptiens n'ont pas accepté cette colonisation des Soudanais en Égypte. Et lors de la réunification, les rois saïdes, et plus particulièrement Psamétique Ier et Psamétique II, décident de reprendre le pouvoir et l'unité de l'Égypte pour faire cesser ces incursions permanentes du sud vers le nord. Donc, presque 800 ans après l'époque que je vous présentais tout à l'heure et nos découvertes de cet hiver, on retrouve une ville complètement détruite par les armées égyptiennes de Psamétique II. 792, et vous voyez les traces noires autour de ce cercle. Vous voyez aussi cette maçonnerie énorme sur le cliché qui correspond à l'un des temples qui existait 800 ans plus tôt ou même 1000 ans plus tôt et qui ont été brûlés. Ce temple a été brûlé par Psamétique II, puis l'homme qui résistait avec l'armée soudanaise est parti en direction du sud pour protéger son armée, c'est Aspelta, et il est revenu, il a commandé aux prêtres de reconstruire ce temple nubien, et tous les temples ont été reconstruits. Ce qu'il y a de curieux, comme vous le voyez à droite, le temple circulaire, c'est toujours la tradition nubienne qui est circulaire. On retrouve l'architecture nouvelle qu'on est en train de découvrir. Et puis, les autres temples sont plus classiques. Et c'est entre ces deux temples qui se trouvent au centre que nous avons trouvé une cachette extraordinaire avec 40 fragments de granit noir représentant 7 statues monumentales, 2 statues appartenant à des rois qui avaient régné au nord et au sud, et 3 statues appartenant à des rois qui ont repris les destinées des royaumes du sud. Une découverte formidable qui pose problème, parce que je vous assure que pour l'archéologue que je suis, savoir qu'on a une découverte inouïe, c'est une série de problèmes énormes. D'abord pour la documentation, parce qu'il y a l'aspect scientifique. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait pour l'aspect politique? Donc, j'ai téléphoné au directeur du service des Antiquités qui m'a dit « Mais tu m'enquiquines avec ta découverte ». Je lui ai dit « Parle-en quand même au ministre ». Et le lendemain, 4 ministres du gouvernement central étaient à Kerma. On a eu une discussion très ouverte et très sympathique, merveilleuse, quand j'y repense avec le recul, puisque ces ministres m'ont dit « C'est toi qui es responsable à partir de maintenant. Tu as le droit d'avoir l'armée, la police, tu peux t'organiser comme tu veux. » Et on avait toute une série de policiers qui préparaient des petits groupes de 6 personnes, et vous en voyez un là, qui venait voir les rois ancêtres pendant les fouilles. Depuis toujours, nous avons demandé à la population de venir nous rendre visite, de voir ce que nous faisons et d'éviter d'être des chasseurs de trésors et de faire participer les gens. Donc, quand on a fait une découverte fondamentale, il fallait ouvrir aussi cette découverte à tout le monde. Le problème, c'est qu'il est venu 2 à 3 000 personnes par jour. Donc, il fallait gérer tout ça et on a eu
eu la chance d'avoir des ministres tout à fait compréhensifs. Les envoyés d'Aspelta, le roi soudanais, avaient organisé dans la fosse les têtes vers le bas, les corps au milieu, et puis les pieds au-dessus. Et on a pu, de cette manière, documenter parfaitement, avec des dessins détaillés, toute une série de photographies et des coupes dans le sol pour comprendre où se trouvaient les milliers de feuilles d'or qu'on était en train de découvrir. Et en fait, ces feuilles d'or recouvraient certaines parties des statues et les décoraient. Alors il a fallu transporter ces statues, ça n'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup de machines. Aujourd'hui, il y en a de beaucoup plus puissantes, mais il n'y avait pas de machines pour transporter. Mais vous voyez la qualité extraordinaire de notre découverte. Alors, il a fallu remonter les 40 morceaux pour en faire 7 statues. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez compliqué de remonter des statues comme cela. Ça joue au dixième de millimètre. Voilà encore la tête de Taharqa avec une partie de son corps. Vous vous rappelez du temple que nous avions trouvé à Tabo 40 ans plus tôt? Eh bien, en dégageant le dos d'une des statues, c'est la première découverte que nous avons faite de ce fragment de grande dimension qui pesait près d'une tonne, eh bien, il y avait le nom de Taharqa. Documentation, comme vous le voyez là, il s'agit ici de la statue d'Aspelta, du roi qui a résisté aux Égyptiens. Là, c'est une visite. Une visite de notre ami Pascal Couchepin. Il n'a eu l'occasion d'inaugurer que la porte du musée. Manque de chance. Il s'est retourné vers moi, il m'a dit « Tu sais, ça va durer longtemps avant qu'il y ait le musée. Mais j'en reviendrai. » Alors, je ne sais pas s'il va revenir, mais il a participé à l'inauguration de cette porte. Et effectivement, une année après, le gouvernement avait pris les choses en main et construit le musée. Je leur avais dit, nous sommes d'accord de nous occuper de ce qu'il y a à l'intérieur du musée, mais la construction elle-même, c'est à la charge du Soudan, et ça a été accepté. C'est toujours les 4 ministres du début où on a presque tout décidé, et les choses se sont passées exactement comme je l'aurais rêvé. Là, vous voyez peut-être moins bien, mais c'est Pascal Couchepin qui est en train de lire la presse locale avec sa tête en médaillon et la mienne. Voici une vue aérienne de ce musée. Il est aujourd'hui assez extraordinaire et il a un succès fou puisque de très nombreuses personnes qui habitent le nord du Soudan travaillent à Khartoum, donc ils profitent d'aller voir leur famille pendant les week-ends. Il y a maintenant une route asphaltée, donc on peut y aller relativement vite. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent chaque année visiter. On est actuellement entre 30 et 35 000 visiteurs par année, donc bien supérieur au sous-sol de la cathédrale de Genève. Nous voilà à l'intérieur du musée, où on a reconstitué une tombe, par exemple, du Kerma moyen, qui a 4000 ans, avec une céramique de toute beauté, et les gens qui s'intéressent et qui viennent nous demander des détails supplémentaires. Voilà le cœur du musée, tel qu'il existe aujourd'hui, et où je vous conseille de venir nous rendre visite. Ça en vaut la peine. Mille merci.